On arrive au deuxième plateau, donc dernière partie de cet après-midi d'échange, avec comme titre « Faire territoire, point d'exclamation, envie, de vie et d'envie, la culture, source d'enrichissement et d'épanouissement des populations et des territoires ». Vous avez remarqué que depuis le début, on emploie plutôt épanouissement que développement. Voilà, c'est une question, on pourra y revenir. Alors, sur cette séquence, tout particulièrement, j'ai le plaisir d'inviter donc sur ce plateau, donc Carole Thuillier, Camille Co, c'est vous, enchanté. Philippe Saunier-Borel, c'est vous, enchanté. Et puis donc Nadine Egea, donc présidente de l'ATP de l'Aude, pour évoquer en fait peut-être cette question qui finalement est abordée sans être vraiment très précisée depuis le début de cet après-midi, de dire mais c'est quoi en fait l'habitabilité des territoires et c'est quoi en gros ce truc qu'on appelle droit culturel, même si ils ont été ça a été prononcé ici et là et notamment pendant les discours inauguraux. Alors pour ce faire, on va commencer peut-être, si vous êtes d'accord Philippe, par vous-même. Vous êtes donc co-directeur de ProNomade, Centre national des arts de la rue et de l'espace public, en Haute-Garonne, et plutôt dans le sud de la Haute-Garonne, et plutôt dans un coin qui s'appellerait le Comminges, par exemple. Voilà, alors, je retrouve la petite note de présentation. Alors, juste sur votre parcours, de 91 à 2001, vous avez été directeur des services culturels de la ville de Saint-Gaudens et inventeur d'histoire avec la Saint-Gaudingue. Bien. De 96 à 2001, directeur du théâtre municipal de Saint-Gaudens, qui est en régie directe. Et depuis septembre 2001, co-directeur avec Marion Vian de ProNomade en Haute-Garonne, donc ce CNAREP, Centre national des arts de la rue et de l'espace public. C'est une association de type loi 1901 et qui est le prolongement de cette aventure artistique et culturelle menée depuis Saint-Gaudens. Sur votre territoire, sur son territoire d'implantation, ProNomade développe deux grandes missions, l'accompagnement des artistes et des œuvres d'une part, et l'accompagnement du territoire et de ses habitants d'autre part. ProNomade porte des pactes, projets artistiques culturels de territoire, qui sont pensés avec les habitants, associant des artistes sur des longues durées. Il s'agit bien de travailler par l'action culturelle à l'habitabilité d'un territoire, comment faire territoire ensemble, et non pas œuvrer à sa simple attractivité. Donc les questions là ou les questions Philippe, qu'est-ce qu'un projet culturel de territoire pensé pour et avec les habitants? C'est quoi la différence et qu'est-ce que cela provoque, apporte au territoire et aux personnes? Travailler ainsi dans et pour l'espace public, n'est-ce pas permettre de mieux habiter son territoire? Enfin, voilà, ces questions qui tournent autour de ça. Merci Philippe. En 10 minutes, évidemment. Et en 10 minutes. C'est super. Mais oui, alors, il y a trop de choses à dire, donc je ne vais pas répondre à ça, c'est trop. Et puis je vais réagir également à des choses que j'ai entendues. Non, mais alors depuis le début, j'entends projet culturel de territoire, avec toujours, je trouve, la confusion entre le mot culture et artistique. Et que depuis tout à l'heure, j'entends parler de projet artistique. Un projet culturel, ce n'est pas un projet artistique, ce n'est pas un projet de diffusion. Un projet culturel, c'est un projet d'abord politique, de comment ensemble on fait territoire. C'est ça. Et que cette confusion entre art et culture, ici, enfin, c'est assez étonnant qu'on la répète tout le temps comme ça. Non, un projet culturel, d'abord, existe non pas pour développer l'économie locale, je suis désolé, c'est pas pensé pour l'attractivité, c'est comment les gens vivent ensemble, comment les gens se regardent, comment les gens se reparlent, comment on reparle à des personnes. Alors, je ne parle même pas de ceux qui ne viennent pas au théâtre, c'est-à-dire à 80% de la population. Comment on abandonne dans notre démocratie une grande partie de la population qui fait qu'ils votent, eux, Front National en général, parce qu'ils sont tellement abandonnés qu'ils n'ont droit à rien et qu'ils pensent qu'une éventuelle solution est là. Un projet culturel, c'est comment on remet en dialogue les gens d'un territoire, comment on se reparle. Il se trouve que moi, je le fais avec des artistes, et donc je fais des projets artistiques. Mais un projet culturel, c'est pas que ça. Et que
un projet culturel et les droits culturels dont on ne parle pas beaucoup aujourd'hui, alors que c'était dans une des trucs. C'est maintenant. C'est maintenant. Oui, alors c'est maintenant. Mais un projet, les droits culturels, c'est pas comment on rend accessible. La question de l'accessibilité n'a rien à voir avec les droits culturels, par exemple. C'est tout ce qu'on a vécu et c'était indispensable. La démocratisation, l'accès à l'art, c'est indispensable. En même temps, on sait que ça touche 15% de la population malgré tous nos efforts. Mais il faut continuer. Et que moi, mon métier, c'est de continuer pour que des 15%, on arrive peut-être à 20, etc. Et ça, il faut le faire. Mais en même temps, on en voit la limite. Je ne sais pas pour quelle raison, mais on en voit la limite et il faut continuer. Mais à côté, et j'allais dire même surtout, c'est bien les droits culturels qu'il faut exciter. Et qu'aujourd'hui, et ce n'est même pas un vœu de quelques auteurs de Nectar que je vous invite à lire, c'est la loi. Donc pour une fois, respectons la loi. C'est la loi qui nous dit la nouvelle pensée en France et qui s'applique, qui s'impose à tous les partenaires publics, qui s'imposent à l'État, aux départements, aux régions, comme à tout le monde. Mais pas, on ne demande pas aux personnes de faire des droits culturels. On demande aux acteurs publics de respecter et de mettre en œuvre des politiques publiques qui respectent les droits culturels de la personne. C'est-à-dire des projets qui invitent à reconnaître les gens pour ce qu'ils sont et non pas pour ce qu'ils ne sauraient pas ou qu'ils n'auraient pas et que nous, les sachants, on leur apporterait. C'est-à-dire, et pendant très longtemps, hein, moi le premier, j'ai fait ça, parce que avec mon âge, je sais que quand j'ai commencé à Saint-Gaudens, là, je pensais que c'était un territoire vierge, où il n'y avait rien, et qu'il m'attendait, c'est-à-dire que j'amène des bons artistes sur ce territoire. Parce que j'ai encore entendu aujourd'hui, il faut amener la culture, on l'a dit aujourd'hui, je ne vais pas dire qui, mais j'ai entendu. Ça a été capté. J'ai entendu plusieurs fois, il faut amener la culture sur le territoire. Ben ça va, la culture, elle y est. Alors, éventuellement, il faut amener l'art, et l'accès à l'art, et la présence des artistes. Mais on n'amène pas, arrêtons ici de dire qu'on amène la culture sur le territoire. Arrêtons de dire qu'il y a des territoires où il n'y a pas de culture. Enfin, arrêtons quand même. Par contre, oui, il y a des territoires où il n'y a pas de parole artistique. Oui, il y a des endroits où on a besoin du regard des artistes qui nous invitent à décrypter le monde différemment. On a besoin de l'utopie des artistes pour nourrir des utopies collectives. Ça, oui, ça, je peux entendre qu'on a besoin d'accéder, mais on n'accède pas à la culture. Par contre, on a besoin que les structures comme les nôtres reconnaissent que sur le territoire, il y a d'autres personnes qui, pour plein de raisons que tout le monde connaît, n'accèdent pas, ne viennent pas, etc. Mais par contre, qu'on pourrait faire chemin avec eux. Et que le but, en plus de tout ce qu'on sait faire et qu'on fait bien, mais avec les limites qu'on connaît, c'est d'inventer des jeux, des protocoles, des rencontres pour faire territoire avec eux, pour les remettre dans un dialogue, pour qu'ils soient écoutés dans leurs différences, dans leur dignité, dans qui ils sont, leur parcours, etc. Donc d'inventer des protocoles de rencontres qu'on peut faire sans artistes et que les droits culturels, une des grandes avancées, je trouve, c'est de reconnaître que les acteurs culturels... En 10 minutes, c'est chiant, hein, c'est trop court. Hein. Non, mais attends, mais que les acteurs culturels, c'est pas que nous, c'est-à-dire les gens qui travaillent dans le champ artistique. Et que, par exemple, ma femme qui est prof est une actrice culturelle, parce qu'elle participe autant, voire des fois plus, à l'émancipation des personnes. Bon. Un éducateur de rue, c'est un acteur culturel. Un prof du lycée agricole, c'est un acteur culturel. Enfin, la liste est très longue. C'est-à-dire que les acteurs, et que ça légitime d'autres acteurs qui font culture ici. Et qu'il y a eu, on le sait tous, un grand frein d'un grand nombre d'acteurs culturels du champ artistique, parce qu'ils pensaient que légitimer d'autres, c'est les délégitimer. Moi, non, je trouve que je passe plus de temps à travailler avec les responsables du CADA pendant 2 ans, ou avec un ESAT. Je travaille très peu avec le centre d'art que j'ai créé à Saint-Gaudens, d'ailleurs. Je travaille très peu avec eux aujourd'hui, mais je travaille beaucoup, et quand je dis je, c'est toute l'équipe de Pronomade, hein, c'est pas que moi, c'est même plus eux que moi, d'ailleurs. C'est comment on fait territoire. Par exemple, on a fait, tu m'arrêtes quand tu veux, hein, quand c'est trop long. Mais par exemple, il y a eu un projet qu'on a mené pendant 2 ans dans un tout petit village, Saint-Martory, au cœur de la Haute-Garonne, avec un CADA, sur la notion d'hospitalité. Tout le monde là, la référence CADA, vous savez ce que... Okay. Oui. Non. Centre d'accueil, en fait, pour les demandeurs d'asile. Ouais. Et ce village a reçu l'ordre d'organiser un CADA. Bon, voilà. Et le maire, que je connais, plutôt sympa, je vous raconte cette histoire courte hein, pour que ce soit concret, les trucs, a organisé un apéritif au début d'année, avec du vin, de la saucisse, enfin, ce qu'on aime bien, sauf que personne dans les migrants accueillis, voilà, ils sont restés au bout de la table. Et ça a jeté un grand froid. Et du coup,
il y a l'Institut du village qui m'a dit, mais il faudrait qu'on travaille l'hospitalité. Et pendant 2 ans, alors nous, on le fait toujours avec des artistes qu'on invite. Donc la compagnie Ola, qui est de Nouvelle-Aquitaine, est venue travailler pendant 2 ans sur la notion d'hospitalité. Et avec les cuisiniers des restaurants de Saint-Martory, avec le cuisinier de Pronomade, on a travaillé des recettes. Et donc les enfants de l'école ont travaillé des recettes avec évidemment les personnes accueillies dans le CADA, comment on mange différemment, etc. Et on a travaillé pendant 2 ans sur la notion de recettes, on a fait des recettes qui se vendent, etc. Le résultat, c'est quoi? C'est simplement, un jour, quelques mois plus tard, je rencontre un des migrants et il me dit c'était bien, etc. Bon, c'est dommage, c'est fini, etc. Et il me dit, il reste quoi de ça? Il me dit maintenant, les enfants du village, ils me disent bonjour. Et que faire territoire, c'est juste avant, ils traversaient, et que même toute cette énergie, toute cette présence artistique, comment on a refabriqué du mobilier, parce que quand on crée un CADA, ils n'ont pas le droit d'amener des meubles, etc. On a fait du mobilier. Le résultat, pour lui, c'était simplement, et c'était très important, que les gens le regardent et disent bonjour. Faire territoire, c'est ça. Et qu'un projet culturel, alors on n'a pas créé une œuvre fondamentale, et que mon métier, des fois, c'est pas de faire des œuvres, mais c'est d'œuvrer avec les gens. C'est ça la grande différence. J'ai répondu à la question? Bah, super, bien sûr. Merci. Bravo. Du coup, là, la fin était tellement... Ah non, mais c'est parfait. Merci Philippe, beaucoup. Donc Carole, là maintenant, alors, rapidement, moi je veux bien peut-être enchaîner rapidement, puis peut-être finir à la toute fin sur les questions qu'on a évoquées tout à l'heure, parce que je rebondis, voilà, effectivement, je me reconnais complètement dans cette démarche-là. L'estive, donc vous avez compris depuis le début de la journée, parce que beaucoup d'autres en ont parlé, et très très bien, et merci, parce que du coup je n'ai presque plus rien à dire. Mais c'est une scène nationale, donc avec effectivement le cahier des charges qui va avec, c'est-à-dire des grandes missions en direction des artistes, en direction des partenaires culturels, des acteurs de territoire et en direction bien évidemment des habitants, les trois grandes missions qui doivent se conjuguer tout le temps. Et moi qui ai travaillé longtemps en région parisienne et ensuite au Mans, je ne me projette pas du tout dans ce poste de direction à l'estive, comme j'ai pu le faire dans des structures, dans des grandes agglos auparavant, parce que c'est le territoire qui fait le projet de la scène nationale et pas l'inverse. C'est-à-dire qu'en fait, on est complètement infusé nous-mêmes, pour reprendre ce joli mot là de la dame du PNR, j'ai beaucoup aimé tout à l'heure, on est infusé de ce territoire, on essaye toute l'année de mieux le connaître, d'aller à la rencontre de celles et ceux qui l'habitent, et de faire territoire avec eux. C'est-à-dire qu'en fait, on est partie prenante, on est un des acteurs, alors sans doute on est l'acteur majeur, celui vers lequel convergent toutes les attentes, et c'est très difficile d'être à la croisée de toutes ces attentes, mais nous on estime qu'on est vraiment aussi un parmi d'autres, et pas que les acteurs culturels, les acteurs du monde associatif, culturel, éducatif, même le monde de la santé, enfin tous ceux qui font qu'effectivement on a plaisir à vivre sur ce territoire, ou qu'en tout cas on a choisi de vivre sur ce territoire, ou qu'on est simplement là parce que notre métier d'agriculteur ou notre métier en lien avec la terre nous oblige à être là, etc. Bon, mais en tout cas tous les habitants de ce territoire ont le droit d'avoir accès, en effet, aux propositions de leur scène nationale, de territoire. Et pour reprendre en effet ce qui a été dit tout à l'heure très bien, c'est-à-dire que c'est à nous d'aller sur leur chemin. Donc depuis plus de 20 ans maintenant, l'estive développe de la décentralisation dans les vallées, dans les villages, et de plus en plus, on essaye, et là avec les pierres de guet, parce que les pierres de guet, c'est vraiment une saison dans la saison, c'est-à-dire pour nous, c'est vraiment... c'est une partie de la saison qui se déploie plus loin dans l'Aude, mais évidemment dans l'Ariège aussi, où on va de toute façon, puisqu'on va partout. Et l'idée, c'est de dépasser l'offre artistique, précisément, pour faire territoire plus loin avec voilà, les habitants de cette Haut-Riège que nous affectionnons tant, c'est-à-dire d'être parmi eux, d'être sur les marchés, d'être sur les foires, d'aller les rencontrer là où ils sont, voilà, que notre chargé d'action culturelle et territoriale fasse du porte-à-porte, aille rencontrer les assos, qu'on organise effectivement de la pratique artistique autant que possible autour des propositions, enfin, qu'effectivement on dépasse la simple diffusion. Aujourd'hui, on n'en est plus là, et qu'on aille vraiment vers de l'itinérance. Alors, j'ai participé récemment au lancement des états généraux de l'itinérance, et c'était très intéressant d'essayer ensemble de définir ce qui était l'itinérance par rapport justement à simplement une décentralisation de programmation. Eh bien, ce qui le caractérise, ce concept d'itinérance, c'est à la fois d'aller vers
vraiment de se déplacer à la rencontre des gens qui habitent là, mais c'est aussi de changer effectivement la perception de leur habitat, de leur territoire, parce que c'est autant l'artiste qui va inviter quelque part les habitants dans son univers que les habitants qui vont le rencontrer et l'inviter à vivre aussi quelques jours sur ce territoire. Alors la partie, on va dire, sociabilité est très importante. La partie rencontre, convivialité, et tout ce que l'on peut faire pour accentuer cela, évidemment, va dans le sens d'un enrichissement mutuel, d'une interconnaissance et d'une éducation artistique populaire au meilleur sens, c'est-à-dire vraiment on partage ensemble et on fait ensemble, et donc on a essayé aussi de développer depuis quelque temps des créations partagées avec des habitants. On en a fait une avec les Pierres de Guet, c'était il y a 2 ans, avec la compagnie de Fabrice Ramalingom, chorégraphe, qui a donc inclus dans son spectacle à la fois ses danseurs habituels et puis aussi donc des Audois et des Ariégeois qui ont cheminé avec lui pendant plusieurs week-ends pour arriver à une création qui s'est donnée dans l'Aude et en Ariège. Voilà. Mais on essaye de multiplier ces occasions, de faire avec les habitants, parce que c'est vraiment là qu'on construit durablement des liens et une culture commune. C'est vraiment ça qu'on essaye de faire, c'est de dépasser l'offre artistique, même si bien évidemment notre cœur de métier à la base est celui-là. Il faut qu'on soit complètement adaptable, en écho et surtout au service, parce que c'est bien ça le service public quand même, enfin on est très attaché à cette notion-là, c'est d'être au service, quoi, de réellement entendre ce qui se dit. Aujourd'hui, je trouve qu'il y a trop de cultures qui cheminent parallèlement sans se rencontrer. Les réseaux sociaux, malheureusement, ne nous aident pas du tout là-dedans avec ces systèmes algorithmiques. Et donc, comment on refait vraiment culture commune? Comment on ne se mesure pas les uns aux autres ou on ne s'oppose pas? Eh bien, c'est grâce à l'engagement des élus, parce qu'ils sont les garants de la démocratie et donc du respect de la loi, dont les droits culturels, et de la démocratisation donc culturelle aussi. C'est pour ça que nous, on va toujours travailler avec les élus, même si parfois, évidemment, on peut se retrouver dans des lieux semi-privés ou en partenariat avec des associations ou des lieux privés, mais il y a toujours quand même les élus qui sont dans la boucle, parce que ça nous paraît hyper important. Ça nous paraît aussi très important d'utiliser ces biens communs que sont ces salles des fêtes, ces salles communales, et celle-ci est très belle, pour y proposer des spectacles qui parlent à tous et à toutes. En tout cas, on essaye d'être au maximum en lien avec le maximum de gens sur les territoires et d'occuper ces lieux publics, quoi. Voilà, dans une logique de service public. Et voilà. Et puis je passe la parole à une artiste qu'on a choisie parce que justement, elle a fait le choix de revenir s'implanter sur son territoire d'origine, qui est l'Aude, et qui mène des projets à la fois artistiques et culturels. Donc voilà, la transition est toute faite pour Kamiko. Bah, oui, Camille. Hein. Je sais pas, j'y vais ou... C'est ça l'autonomie. Hein. Non, mais alors, moi, je vais... Kamiko, de la compagnie, pourquoi le chat? Hein, voilà. Non, mais je vous présente un petit peu. Hein, Carole, t'es d'accord? Non, parce qu'en plus, c'est quand même... Après un double cursus, attention, en danse et aux beaux-arts, vous partez étudier à New York grâce à une bourse d'État. Et à votre tour, en 2003, vous devenez permanente de la compagnie de Jean-Claude Galota au CCN de Grenoble durant 6 ans. Depuis 2011, vous êtes l'interprète et l'assistante d'Alban Richard au CCN de Caen, en Normandie. Et entre-temps, vous travaillez avec d'autres chorégraphes, Doria Bélanger, Cléda et Petit Pierre, David Drouard, Virginie Mirbeau, Yvan Alexandre, Sylvain Dufour, 3 petits points. Avec votre compagnie Pourquoi le chat, vous défendez une pratique artistique engagée autour d'une écriture du réel qui s'élabore grâce à la rencontre des acteurs et des habitants. Votre recherche artistique se développe autour de thématiques en lien avec le vivant dans une démarche écologique. Donc la question, Camille, c'est la suivante. Votre projet de recherche et de création artistique met au cœur le public et ce triptyque évoqué en titre de cette séquence. Démocratie, droit culturel. Quels sont les enjeux de votre démarche? Qu'est-ce qui est travaillé au fond? Et qu'est-ce qui, surtout, peut être questionné? Quelles illustrations pourriez-vous nous partager? Quelle est votre intuition? Merci Philippe de déminer tout. Ouais, voilà. Elle a lu la question avant quand même. Oui, mais ouais, là... tu es les dessous des... Je savais que j'allais pas y arriver de toute façon. Mais si. Bon, enfin, peu importe.
Bonjour, merci. Oui, donc je suis revenue il y a 6 ans, en fait, dans l'Aude, chez moi. J'ai fait ce choix après donc ce parcours parce que j'avais l'intuition que j'avais des choses à apporter, tant au niveau de mon engagement que de tout ce que j'ai appris durant ces années, une vingtaine d'années quand même. Et donc, en fait, moi, ce qui m'intéresse, effectivement, c'est de mener des projets qui soient politiques et qui soient engagés au niveau du vivant, de l'écologie. Et ce que j'ai trouvé pour mener tout ça, c'est de m'accrocher à une écriture du réel, c'est-à-dire d'aller au plus proche des personnes concernées en lien avec la thématique qui m'intéresse et de les questionner, de passer du temps avec eux, de tisser du lien évidemment, et ensuite, à partir de ça, créer une pièce. En l'occurrence, j'ai créé une pièce qui s'appelle Impact, qui parle de l'état du monde à travers le regard d'enfants de CM1 et CM2. C'était la première fois que je faisais un jeune public. L'idée, c'était vraiment de donner la parole, en fait, parce que c'est un peu mon dada, ça, c'est donner la parole aux personnes et faire entendre cette parole-là aux autres. Et donc, l'idée, c'était de récolter leurs témoignages sur l'état du monde et de le faire entendre à travers cette pièce chorégraphique. Donc, en fait, vraiment, à partir de là, j'ai senti que je tenais le fil de ce qui m'intéressait. Et donc, cette pièce a pas mal tourné et elle va continuer à tourner. Et ça faisait longtemps que j'avais envie de travailler avec je disais agriculteurs jusque-là, mais en fait, ils m'ont demandé de dire paysans parce que c'est eux qui modifient le paysage. Donc, maintenant, j'ai pris le pli, je dis paysans. Et donc c'est Arvivance qui m'a donné cette opportunité de travailler avec un groupe de 8 paysans. Et donc en fait, comme toujours, ça part d'une idée simple, hein, que finalement, si eux ils sont pas là, moi je peux pas, je sais pas me nourrir. Donc, si eux ne sont pas là, je ne peux pas mener mon travail, je ne peux pas me questionner sur l'état du monde, je ne peux pas aller voir créer des spectacles, je ne peux pas faire tout ça. Donc, merci à eux, puisque moi, dans ma vie quotidienne, je vais au marché et je vais dans des magasins où je suis en direct avec les producteurs. Donc, ça me paraissait juste naturel et évident de les remercier. Et donc, j'ai eu l'opportunité d'en rencontrer 8 et de mener une pièce chorégraphique avec eux, en fait. Donc, je les ai fait danser. En fait, le travail démarre, enfin, la pièce démarre, parce que c'est une pièce chorégraphique qui s'appelle Pays Danse, qui a été menée sur le territoire du Lauragais. Le Lauragais qui, entre guillemets, enfin, notamment, en fait, mène un combat pour que vive la Piège, parce qu'une subvention leur a été retirée. Et donc, ça fait des années qu'ils sont engagés sur ce combat-là. Donc, en plus, j'avais affaire à des personnes super engagées, ce qui était génial. Enfin, ce qui est génial, hein, parce qu'on a joué au PETR il y a encore 3 semaines. Et c'est pas grave. Et en fait, donc l'idée c'est ça, c'est ils arrivent avec leur bétaillère, ils sortent de la bétaillère et ils sortent avec des pancartes. Mais je crois qu'il y a une photo. Ouais, voilà, on voit là les pancartes. Ils arrivent et ils font une installation. En fait, ils mettent toutes leurs revendications qui sont écrites sur les pancartes. Donc direct, le spectateur est dans le bain. Il sait de quoi il s'agit, il sait de quoi on parle. Et ensuite, en fait, une fois que cette installation est mise en place, ils se mettent à danser pendant quand même presque 30 minutes. Ouais, 30 minutes. Et en fait, ils dansent leurs gestes du quotidien. C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment de mettre en avant ce qu'ils font quotidiennement. C'est-à-dire, Cécile, qui est permacultrice, on la voit qui travaille la terre. Il y a Claire, en fait, qui garde les brebis, donc on la voit qui marche et qui observe. Il y a Patrick qui nettoie le pied des vaches. Enfin voilà, c'est des gestes qu'on reconnaît quand même vraiment. Et petit à petit, en fait, il va y avoir toute une modification de ces gestes-là par un travail chorégraphique qui va en fait donner une pièce de danse. Et surtout, ce que je trouve encore plus fort, c'est qu'on sent vraiment un groupe de 8 personnes qui partagent un instant hyper fort et hyper poétique, en fait. Et c'est ça que ressent le public.
le public sort et il y en a plein qui pleurent en fait. Moi, ça m'arrive jamais qu'il y ait des gens qui pleurent quand je danse et eux, ça arrive tout le temps en fait. C'est horrible. Je leur dis, vous faites pleurer les salles quoi. C'est quand même. Et donc après, c'est suivi d'un bord plateau pour que eux puissent s'exprimer et aussi pour que les spectateurs puissent leur poser des questions. Et en fait, souvent, ce qui arrive, c'est qu'il y a une personne qui dit mais en fait, qu'est-ce qu'on pourrait faire, nous, pour vous aider ou comment on pourrait améliorer les choses. Et donc, évidemment, c'est comment tu consommes, comment tu dépenses ton argent. Enfin, voilà, toutes ces questions-là, au-delà de leurs questions aussi d'accès au foncier, dans 10 ans, la moitié des éleveurs seront à la retraite, qui pour prendre la suite. Enfin, voilà, c'est hyper concret quand même. Et donc ce travail-là, en fait, il est vraiment à l'image de ce que j'ai envie de mener. C'est pas tant la forme ou l'objet, c'est vraiment l'histoire qui est amenée, comment elle est amenée et qu'est-ce que je donne à voir aux spectateurs. Et en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est que les spectateurs déjà se posent des questions, donc qu'il y ait vraiment un message qui soit délivré sans qu'il y ait de réponse, hein, mais juste déjà se poser des questions. Et puis aussi, j'aime bien l'idée que, en fait, en tant que spectateur, on va sentir qu'on fait groupe, que en fait, cette question-là, mon voisin va se la poser aussi, que peut-être en sortant, on va en parler, et tout ça, en fait, qui va permettre que on se sente un peu moins seul. Parce que c'était ça aussi qui ressortait avec la pièce Impact avec les enfants, c'est que souvent, ils me disaient ouais, mais nous, on se sent seul. Moi, chez moi, mes parents, quand je leur parle d'écologie, ça les gonfle. Mon père, il jette sa clope par la fenêtre. Si je dis quelque chose, je me fais engueuler. Mais quand je rentre à l'école, au moins, j'ai des copains. Et en fait, voilà, il y avait tout ce truc de créer du lien, ne pas se sentir seul. Et finalement, les paysans, c'était la même chose. C'est-à-dire qu'ils sont chacun dans leur truc, ils ne se connaissaient pas. Et en fait, ils se sont rencontrés. Et maintenant, en fait, ils s'appellent, ils se font des bouffes. Et il y a vraiment un truc, ils ont fait un groupe WhatsApp, ils s'envoient des messages. Enfin, il y a vraiment un truc qui s'est lié. Et moi, j'ai envie de croire que ce truc-là, il existe aussi chez les spectateurs en face. Et c'est à cet endroit-là que j'ai vraiment envie de travailler, en fait. Et donc, voilà. Et, Merci beaucoup. voilà. Merci. Bravo. Une forme très, très concrète hein, de l'art au service d'un projet politique, d'un service au service des personnes pour mieux se connaître, mieux se reconnaître et mieux vivre ensemble. Mais par contre, j'ai pas répondu à la dernière question. C'était non, mais parce qu'elle est pas mal cette question quand même. C'était quoi déjà? Ah, Philippe. C'était ah oui. Quelle est ton intuition? Oui. J'aimais bien ça. Et en fait, moi, mon intuition, elle n'est pas très bonne, mais je suis assez pessimiste en fait comme personne. Mais c'est vrai qu'on n'a pas trop parlé des baisses budgétaires, on en a un peu parlé, mais pas trop. Et je trouve que voilà, c'est quand même un vrai sujet. En tout cas, moi, à mon endroit, c'est quand même un vrai sujet. Mais en même temps, j'ai la sensation qu'on est tous préoccupés. Toutes les personnes qui sont là sont un peu quand même préoccupées par tout ce qui se passe aujourd'hui. Et voilà, moi j'essaye à mon endroit de trouver des moyens, de me rassurer aussi personnellement, toujours avec cette idée de faire groupe et tout ça. Et en fait, j'aurais bien aimé, c'est une idée qui me trotte, alors je sais pas, mais je me dis ça pourrait être chouette, parce que j'ai pas parlé d'atelier, j'ai pas parlé de sensibilisation, mais c'est quand même quelque chose de vraiment très très important, moi, dans mon cheminement, et c'est quelque chose aussi qui m'enrichit beaucoup, et ça fait toujours partie du process. Mais je me dis ça serait chouette de faire de la sensibilisation auprès des élus. En fait, moi, j'aimerais bien mener des ateliers avec des élus. J'aimerais bien les faire danser parce qu'en fait, la danse, c'est vraiment un truc où on ne peut pas mentir, quoi. C'est le corps, tu es obligé de te toucher, tu es obligé de te regarder, tu es obligé de sentir l'odeur de l'autre, tu n'as pas le choix, quoi. Et je trouverais ça hyper intéressant. Voilà. Ça, c'est pour augmenter les budgets de la culture Je sais pas, mais en tout cas, pour une prise de conscience, quelque chose où, en fait, oui. de réaliser ce que c'est, de quoi on parle, en fait. Bingo, il faut lancer l'idée. Bah, voilà, je la lance. Non, mais oui, alors, j'en profite pour dire que la personne, Madame Rivière, je crois que c'est Marie-Cécile, qui est élue et représentante de la MRF, Association des maires ruraux de France, devait être présente.
alors pour l'Ariège, présidente du département de l'Ariège, mais avec l'AMF et puis la MRF, il faudrait lancer l'idée, quoi. Moi, je trouve que ce serait vraiment Super, chouette, en fait. bah oui. Ce serait un moyen aussi de Carrément. financer le non-visible. Et je pense que c'est aussi quelque chose de vraiment important, en fait, cet endroit-là. Hein. C'est des petites pierres, encore une fois, les pierres de guet, mais c'est super important. Ouais. Très bien, très bien. Il faut garder l'idée, il faut la faire avancer. Merci Camille. Alors, Nadine, ce que Philippe disait, Carole, Camille, cette idée en fait de travailler ensemble finalement à comprendre à ce que l'on veut se donner comme joie, comme plaisir, c'est au cœur en fait du projet de l'ATP, il me semble. Et oui, c'est au cœur du projet de l'ATP. Alors moi, ce que j'ai aimé dans l'intervention de Philippe, c'était le mot légitimer. Légitimer les personnes du territoire. Les ATP se sont créés en légitimant le spectateur. Puisque la première ATP s'est créée donc en 1954 à Avignon pour faire une programmation d'hiver parce que c'était trop dur que le festival s'arrête et qu'il n'y ait rien en été. Et c'est à partir de là que se sont essaimées tout un tas d'associations. Donc c'est la particularité. Bon, on rejoint plein de choses qui ont été dites, mais la particularité de l'ATP, c'est que ce sont les spectateurs eux-mêmes qui se prennent en main, qui créent une programmation, qui font fonctionner la structure, même si certaines, comme la nôtre, ont fait le choix d'avoir des salariés. C'est quand même le spectateur qui a un autre métier par ailleurs et qui s'investit dans cette histoire-là. Voilà. Donc, au cœur de ça, ce qu'il y a, c'est quand même la formation des gens qui arrivent. Hein, ça ne s'improvise pas, une programmation. Donc, c'est la transmission par les plus anciens. C'est des journées de rencontres, les rencontres d'été de toutes les ATP pendant le Festival d'Avignon, où nous avons des intervenants, où il y a les plus anciens qui peuvent transmettre. Dans l'autre, ça se décline de la façon suivante, en dehors de donc, la participation des spectateurs au projet, à la construction du projet, à la programmation. Ça se décline, nous on le décline à la TP de l'Aude par des présentations de saison en appartement, par du théâtre en appartement. Alors ce qu'on a au cœur de la programmation de l'ATP, c'est la programmation des auteurs dramatiques contemporains. Et donc, comme chaque année, on choisit un projet à partir de sa lecture, de la lecture du texte, et on le choisit pour le coproduire collectivement, toutes les ATP de France, et pour lui apporter une aide en diffusion, en le faisant tourner dans toutes nos structures. On associe des spectateurs à la lecture, en tout cas dans l'Aude, dans la lecture de ces projets, donc le spectateur qui veut. On fait des moments de lecture avec des comédiens professionnels, bien sûr, pour accompagner ça. Voilà, et chacun peut s'exprimer. On part du principe que pour aller au théâtre, il faut en avoir envie. Et que pour en avoir envie, il faut parler théâtre. Il faut arriver à parler théâtre. Ce que Paul Piot disait au début du Festival d'Avignon et de toutes les créations des CMA, de toutes ces rencontres qu'il y a eu, c'est qu'en fait, les jeunes à cette époque-là non plus, ils n'avaient pas envie d'aller au théâtre. Ils n'y allaient pas. Sauf donc, il n'y a pas que les réseaux sociaux, finalement, il n'y a pas que les écrans, mais ce dont ils avaient envie, c'était parler théâtre. Et nous, on part du principe que il faut pas laisser... Enfin, c'est pas que les initiés qui parlent théâtre. Le spectateur peut parler théâtre, et que quand on parle théâtre entre nous, quand on donne son avis sur une lecture, nous, on a accueilli cette année en lecture, dans des groupes de lecture, des comités de lecture à l'ATP, des gens qui n'avaient jamais lu de théâtre, mais qui sont tout à fait capables de dire ce qu'ils ressentent quand ils ont lu une pièce. Et c'est de là qu'on part. À partir du moment où les gens sont capables, enfin, on les autorise, on leur donne cette légitimité de parole, de parler théâtre, ils ont envie d'aller au théâtre. Après, on a envie d'aller voir cette pièce qu'on a lue, dont on a discuté. Alors bien sûr, il ne faut pas que ça parte dans tous les sens, et on évite que ça parte dans tous les sens. Il faut qu'il y ait des anciens qui transmettent leur expérience et qui laissent les autres s'affranchir aussi. Il faut qu'il y ait des professionnels qui transmettent ce qu'ils savent, et on les associe beaucoup, et qui aussi laissent le spectateur s'affranchir. Il faut se donner le droit de dire qu'on n'a pas aimé, il faut se donner le droit de dire, même s'il y en a plein qui aiment autour. Et c'est, je pense, que ce droit-là qui s'inscrit complètement dans le projet ATP et dans le respect des droits culturels. Il y a une charte qui permet à chacun de ne pas aller trop loin ou de respecter finalement. C'est quoi?
C'est de l'informel, c'est du non-dit, Alors, c'est l'ADN. il y a des documents qui ont été faits. Comment je lis un projet théâtral? Qu'est-ce que je regarde en premier? Et en fait, je ne sais pas, par exemple, on dit je lis le texte en premier, le projet artistique en second, ou puis en fait, on laisse tomber vite, parce qu'on fait comme on le sent. Ce qui est important, c'est qu'on essaie. Le point peut-être qui pourrait faire charte et qui est important, c'est de dire on ne va pas voter, on ne va pas faire au plus fort, on ne va pas faire au plus de voix, mais on va faire au consensus et on va essayer de se convaincre et on va prendre le temps qu'il faut pour choisir un projet. Alors, ça peut prendre plusieurs heures, mais on essaie de comprendre pourquoi toi tu vas le défendre et puis moi, j'y arrive pas. Et voilà, et c'est vrai que ce qui nous fonde tous ensemble, toutes les ATP, c'est la sélection de ce projet que l'on coproduit. Et à partir du moment où on commence à s'engager dans cette sélection, c'est-à-dire à partir du moment où on lit le texte, on s'engage à programmer le spectacle, même si ça n'est pas celui que l'on aurait choisi. Je crois que c'est ça qui fait charte. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on sait que même si c'est celui que, je ne sais pas, moi, l'ATP de Dax et l'ATP de Nîmes ont choisi et que moi, franchement, je ne le voyais pas, ce spectacle, et je n'avais pas envie, je sais que je vais être obligée de l'accueillir et de le défendre. Et donc, je dois trouver ce que les autres y ont trouvé, finalement, voilà. Et je crois que c'est ça qui fait charte, plutôt qu'un règlement... C'est très beau. On peut dire que finalement, vous êtes créateur de public, puisque apparemment, vous permettez à des personnes de devenir amateurs ou amatrices, et il y a une forme d'accompagnement des uns et des autres qui permet alors de faire tomber des frontières, de faire tomber des représentations type « ce n'est pas pour moi », et d'être finalement dans la création de public. On espère. Oui. On espère. Mais oui, je pense, oui, évidemment. Oui, je pense. L'autre volet aussi, c'est quand même la convivialité, c'est-à-dire l'accueillir, ce public. On sait très bien que oser aller au théâtre tout seul, quand on n'a pas l'habitude, waouh, c'est compliqué. Donc, c'est comment on accueille, comment on inscrit une convivialité là-dedans. On avait un spectacle samedi, c'était un spectacle qu'on a coproduit. Eh bien, comme à chaque fois, après le spectacle, il y a un repas partagé avec l'équipe artistique, avec tous les spectateurs qui veulent rester, avec l'équipe de l'ATP. Et là, c'est là que les choses peut-être se passent, se disent, et que les freins commencent à tomber, en tout cas. Pas tous, parce que c'est difficile, hein, et c'est une partie, juste une partie de tout ça. Mais bon, voilà. Le théâtre n'est pas que bourgeois, quoi. On espère. En tout cas, ouais. En tout cas, merci beaucoup. Alors, simplement, peut-être rappeler que dans cette revue, qui est portée difficilement, mais portée depuis des années par l'ADIR, qui s'appelle Transrural, et notamment Transrural Initiative, spécial clin d'œil à Marie, hein, on a discuté, qui m'a fourni l'exemplaire. Il y a un dossier spécial, culture, projet culturel de territoire, droit culturel, etc. Donc extrêmement intéressant. Et c'est un journal très, très militant, bien sûr. Tout ça pour dire que dans ce numéro-là, il y a l'exemple qui est porté par Éric Fourreau, donc, des éditions de La Tribu, Nectar, et qui raconte la charte culturelle que vous avez pu mettre en œuvre, hein, et qui fait, en fait, projet de territoire. Mais si, tu me le rends. Hein. Enfin, c'est à Marie, en fait. Hein, donc, voilà. Et Carole, tu me disais que tu voulais aussi compléter. Ouais. Et d'ailleurs, moi, pendant longtemps, j'habitais en agglomération et je lisais Village. Et j'ai compris que toi, tu faisais partie de... Ouais, ça m'a beaucoup aidé à faire le pas aussi d'aller en grande ruralité. Non, en préparant cette table ronde et l'ensemble de cet après-midi, voilà, Jean-Yves nous a posé des questions extrêmement pertinentes qui nous ont tous fait phosphorer. Donc d'ailleurs, merci beaucoup, Jean-Yves, j'en profite pour te le dire là. Et c'était un plaisir de phosphorer avec tous les collègues. Donc moi, je rends hommage à l'ATP, effectivement, ce travail de territoire que vous faites. Finalement, on le met aussi
en action à l'intérieur des Pierres de Gué, puisqu'on est 5 structures, donc Art Vivant, l'ATP, la Claranda, Mima, qui va intervenir juste après, l'Estive. Et c'est vrai que nous 5, on n'est pas toujours d'accord, donc c'est ça aussi la coopération et la coprogrammation, c'est affûter nos arguments, nos critères, nos visions, et aussi se dire que parfois, on fait un pas de côté, on y va quand même, parce que c'est ça aussi faire groupe. Et on se soutient et on fait autant que possible dans tout ce que l'on mène ensemble. Alors, dans les questions pertinentes que tu m'avais posées, Jean-Yves, il y avait comment consolider les Pierres de Gué dans une vision à plus long terme, et quels seraient les points de vigilance aussi à avoir. Ça m'a évidemment fait beaucoup réfléchir. Alors, la consolidation, elle est permanente. C'est encore un projet jeune, les Pierres de Gué. Ça a été donc une initiative née en 2017 de la fusion des régions. Ça a commencé vraiment en 2018 et ça s'est construit en marchant par le porte-à-porte dans les mairies. Elle le racontait tout à l'heure, Magali. Et puis, c'est aussi une affaire de personnes. Donc, c'est aussi comment les équipes travaillent ensemble, comment on se rencontre. Il y a eu beaucoup de mouvements après la Covid. Comment la consolider, c'est déjà consolider nous en tant que partenaires coopérants. Et puis, c'est consolider toute la chaîne de solidarité nécessaire pour que ce projet ait lieu. Depuis, effectivement, nos partenaires pérennes, et je les en remercie à nouveau, que ce soit les collectivités territoriales, les communes, les Comcom, les 2 départements, la région qui depuis le début nous aide, et la DRAC qui est extrêmement précieuse vraiment pour l'ensemble de nos projets de territoire. Eh bien, il y a surtout les petites communes qui sont indispensables pour nous ouvrir les portes, encore une fois, de ces salles communes, de ces gymnases, parfois de ces écoles. Et c'est quand même assez difficile, et je peux quand même que constater qu'il n'y a plus grand monde d'élus, il n'y a plus beaucoup d'élus dans la salle maintenant, et je le regrette, et je salue particulièrement la parole de Jean-Marc Wagner qui tout à l'heure disait que pour sa petite commune de 100 habitants, si on peut mettre le chauffage et faire un spectacle en janvier, oui, on peut garder des activités l'hiver, et qui en fait c'est beaucoup une question de volonté, et effectivement aussi de consensus dans une équipe municipale et dans un village, parce que c'est de la vie, la culture c'est de la vie, c'est ce qui nous relie vraiment au fondement. Et c'est vrai que lorsque on va dans certaines communes et qu'avant même qu'on ait parlé de quoi que ce soit, qu'est-ce que vous venez nous demander, en fait, j'aimerais qu'on voit les porteurs de projets culturels qui, de toute façon, ont de multiples difficultés sur le chemin, qu'on les voit comme des porteurs de ressources et jamais comme des quémandeurs, quoi. Enfin, surtout que, en plus, il y a des politiques culturelles, territoriales et nationales dans lesquelles on s'inscrit, en tout cas les Pierres de Gué, qui devraient nous ouvrir les portes, et ce n'est pas toujours le cas. Et c'est vrai que cette question peut-être de sensibiliser aussi par la pratique artistique, c'est-à-dire ce qu'on fait effectivement avec tout un chacun, partager ces moments-là, ce serait important. Et aujourd'hui, c'est l'inauguration des rencontres des Pierres de Gué. J'espère qu'il y en aura d'autres, qu'on pourra en construire d'autres sur le territoire, et que peut-être on les recentrera aussi sur des thématiques, déjà pour être plus court, plus efficace, et aussi qu'on ait tout le monde, même si c'est 2-3 heures de temps. Voilà. Donc dans les consolidations, mais vraiment que tous ces maillons soient solides, depuis toutes les petites communes qui veulent bien nous accueillir, nous soutenir, même si c'est juste ouvrir la porte et offrir un pot, ça c'est déjà quelque chose, jusqu'au au niveau de la DRAC. Et j'espère aussi les fonds européens, puisqu'on a bénéficié de Leader pendant 3 ans, et là ils sont... Dès qu'on parle de Leader, c'est... Ouais, non, en fait, Leader est quand même une manne pour la ruralité qui est très précieuse, sauf qu'en fait, on en a le texte, mais on n'a pas les euros sonnants et trébuchants. Nous, ça fait plus de 4 ans que le projet avait commencé, 1 an qu'il est terminé, et on n'a toujours pas touché 1 euro. Et il semblerait que peut-être même on les touche jamais. Il y a quand même un problème là de règlement. Enfin, voilà, on ne sait pas trop où ça en est. C'est la région Occitanie qui pourrait nous expliquer où ça en est. Mais c'est vrai qu'on est un petit peu inquiet, et que je me dis, pour des petits porteurs de projets dans le territoire rural, c'est vraiment très compliqué, quoi. Et c'est dommage parce que du coup, là, en Ariège, par exemple, on nous demande de ne plus déposer de projets parce qu'il y a vraiment embouteillage. Il faut déjà essayer de régler ceux qui sont passés. Et c'est un problème, quoi. On se coupe d'une manne énorme. Voilà. Et alors, dans les points de consolidation, ce qui serait extrêmement précieux, et ce sur quoi on milite vraiment, ce pourquoi on milite depuis longtemps déjà, mais particulièrement depuis ces dernières années, c'est avoir des moyens pour des résidences artistiques de territoire au long cours, vraiment.
il faut que les artistes soient présents. Et tout à l'heure, Livernu a très très bien expliqué ça, comment ça les change dans leur propre démarche de vivre sur ce territoire. Tu l'as expliqué aussi, Camille, c'est-à-dire qu'en fait, il nous faut du temps long. Être dans la diffusion d'une date, deux dates, etc., il se passe des choses, mais ça ne change pas l'habitabilité de ces territoires vraiment. Et nous, on aimerait aller plus loin. Pour ça, il faut des fonds dédiés pour cela, pour dépasser la simple diffusion. Alors sur les points de vigilance, que cette complexité que l'on rencontre ne nous dévie pas de nos objectifs et de notre foi, puisque nous sommes tous des militants effectivement culturels, avec cette croyance forte que la culture effectivement est nécessaire, absolument nécessaire, et non pas la dernière des priorités, comme on peut parfois en avoir l'impression, voilà, où c'est absolument pas non essentiel, c'est complètement essentiel. Et puis c'est surtout continuer à toujours se poser des questions, ne pas croire qu'on est dans des évidences, puisque si on veut rester vraiment à l'écoute du territoire dans ce monde qui bouge tout le temps, il faut que nous-mêmes on soit tout le temps en mouvement. Et donc c'est se poser toujours ces questions, qu'est-ce que l'on construit ensemble? Quel monde contribuons-nous à construire avec ce que l'on fait? À quelles nécessités répondons-nous? Sommes-nous assez inclusifs? Parce que c'est vrai que c'est difficile aussi voilà, d'être suffisamment inclusif quand on a si peu d'empreintes, on va dire, sur un territoire. Comment nous inscrivons-nous sur ce territoire en complémentarité aussi avec les autres, c'est-à-dire comment aussi on s'inscrit dans une culture, dans une biodiversité culturelle, on va dire, dans un écosystème qu'il faut respecter, écouter et travailler avec. Et puis, comment on peut optimiser les moyens dont on dispose, qui sont en baisse, faut se le dire, et comment effectivement les faire évoluer, comment aussi trouver d'autres ressources que simplement des ressources financières. Jean-Marc, tu l'as dit tout à l'heure aussi, c'est parfois, ça passe aussi parfois par des apports en nature, par du bénévolat, par des habitants engagés. Et tout cela fait que nous sommes dans le sens de ce que l'on partage ensemble, et ça c'est absolument fondamental. Voilà. Merci beaucoup. Un autre point de vigilance, c'est le temps. Ça ne vous aura pas échappé. Et donc je crois que Philippe ou Camille, vous vouliez... Philippe. D'accord, ah oui. Non, je voulais juste dire, parce que j'ai écouté la dame de l'ATP, d'abord je suis un enfant des ATP, je crois que j'ai travaillé comme ça grâce à une ATP tout près de chez moi, je suis un enfant des ATP, donc j'étais très content d'entendre les ATP, ils sont moins nombreux, donc on les entend moins, voilà, et en écoutant madame, je me suis dit que non seulement les ATP donnent cette expérience esthétique qui nourrit le spectateur, donnent cette expérience artistique de l'amateur, mais dans ce que vous avez dit, il y a également l'expérience civique que les droits culturels, c'est-à-dire ce qu'elle a expliqué de l'art de la palabre, comment ils discutent ensemble, et que c'est vraiment ça, et que je trouve pour toute l'histoire des ATP, qui a été indispensable, mais ils étaient même en avance parce que ce que revendiquent les droits culturels, ce temps de l'art de la palabre, de discuter ensemble, de donner la légitimité aux personnes de le faire, d'écouter l'autre et d'essayer de convaincre, voire accepter, mais la démocratie c'est ça, et qu'un projet culturel c'est faire démocratie ensemble. En fait, en écoutant, je vais m'inscrire aux ATP en fait. C'est très bien, c'est une sacrée bonne nouvelle. Tu parles de palabre, on pourrait dire que c'est ce qui s'appelle délibérer ensemble, et c'est ça qui fait la démocratie, juste ça. Donc merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des... Bon, on vous applaudit ou on gagne du temps Oui, merci. Je suis Jennifer Enoff et je travaille pour une association complémentaire de l'école et association d'éducation populaire en Ariège. Et vous avez évoqué Marie-Cécile Rivière, présidente de la MRF 09. Voilà, juste faire part du fait que quand je vous entends, Camille, proposer que nous dansions ensemble, j'aime beaucoup l'idée que on a peut-être à chercher, ou j'ai peut-être à chercher à m'appliquer à moi-même comment générer des rencontres, comment vivre tout ce qu'on projette aussi pour d'autres. Et donc avec Marie-Cécile, nous avons ouvert un espace d'échange qu'on a appelé d'abord Rencontre pour l'EAC, parce qu'on avait des questions communes, elle en tant qu'élue, et moi impliquée dans des questions d'éducation. Et on se rend compte que peut-être des espaces complètement informels nous donnent l'occasion de nous sentir légitimes,
C'est-à-dire que les questions qu'on avait, on pouvait souhaiter les partager avec des institutions, avec des structures, et qu'en fait, on s'est mis à les partager avec des personnes. Et qu'il y a quelque chose qui est un peu déroutant dans l'aventure qu'on a initiée il y a 1 an. On tient régulièrement des rendez-vous, et qui est qu'en fait, on ne sait pas où on va. Et comme c'est un moment complètement ouvert, eh bien, il se trouve que parfois, on est avec une vingtaine de personnes, et puis 2 mois plus tard, un tiers est en renouvellement, et puis à nouveau, d'autres viennent. Et voilà, il y a quelque chose qui finit par nous rassurer, c'est qu'on ne sait pas où on va. Et donc, je vous remercie pour cette idée. Peut-être qu'on dansera. Mais c'est très chouette. Mais oui, chiche, hein, il faut le faire, quoi. Il faut le faire. Il y a une création partagée en Ariège avec Camille cet automne. En plus. Bon, super. Merci. Il y a des personnes qui disent attention au projet, il y a une tyrannie du projet qui ne nous fait pas voir le chemin, hein, et qui ne nous fait pas profiter du chemin. Et donc, on a cette obsession de... voilà. Donc, merci beaucoup. Merci donc, à vous. Bravo, encore une fois. Et puis, merci beaucoup. Ouais. Merci, Philippe. Donc, dernière séquence. Alors, on parle de ressources pour le territoire, on parle de festivals, d'événements, de lieux culturels qui permettent de mieux vivre le territoire, mieux vivre sur le territoire, et qui permettent en fait de dynamiser et de faire connaître ou faire reconnaître le territoire. D'ailleurs, on pourrait dire, je pense, aux habitantes et aux habitants et à ceux qui n'habitent pas et qui résident ou qui ne font que passer au niveau du territoire. Alors pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Fabien Bergès, qui est donc directeur de Théâtre plus Cinéma, scène nationale du Grand Narbonne. On en a un petit peu entendu parler tout à l'heure au début de cet après-midi. Juliette Nivard de la Compagnie des philosophes barbares. J'adore ce nom. Et puis, ça tombe bien. Caroline Galmo, donc vous êtes membre de Pierre de Guet et directrice du festival MIMA. Voilà. Alors on a un excusé à cette table qui est, dommage, un élu, Alain Toméo, qui est maire de Saint-Quentin-la-Tour et président de la communauté de communes du pays de Mirepoix, qui nous a demandé de bien vouloir l'excuser, étant pris par ailleurs du côté de Toulouse, me semble-t-il. Voilà. Alors, peut-être Caroline. Donc, alors, moi, j'ai MIMA, on ne présente plus quand même MIMA. Tout le monde connaît ici MIMA. Mais enfin, quand même, ça a été créé par une association qui s'appelle Philanthrope en 1995. Non. Il faudra remettre à jour votre site alors, Caroline. Non, je précise juste que le festival est né d'une volonté de la mairie de Mirepoix en 89 et qu'une association pour s'émanciper, on va dire, de la mairie, pour de multiples raisons, a été créée en 95. D'accord. Voilà, c'est un petit détail, mais... En tout cas, merci. En tout cas, ce projet MIMA, en fait, il se concrétise par, j'étais assez épaté, franchement, par la diffusion d'œuvres, de spectacles dans un souci de pluralité de formes et de lieux, d'une saison, d'une permanence artistique tout au long de l'année, d'un festival multisite à rayonnement international. Et puis, vous êtes considéré comme l'un des lieux de l'avant-garde marionnettique. Marionnettique. On invente beaucoup dans la marionnette, même des mots. D'accord. Ouais, non, mais c'est tic. Des découvertes artistiques, tout en conservant son caractère. Non, mais je vais commencer à fatiguer moi. Hein, donc, si vous me rappelez. Non, mais si tu veux, je peux prendre la suite. Non, mais alors, moi, ouais, tu connais un peu. Mais c'était pour aller à la question, si tu veux. Non, mais moi, ce que je trouve important, c'est de dire, vous êtes soutien à la création contemporaine, accueil d'artistes en résidence.
Vous êtes dans la coproduction de spectacles, l'organisation de formations professionnelles, le développement d'un programme d'éducation artistique et culturelle avec des actions de sensibilisation, des ateliers de pratique, des rencontres entre artistes et populations, arts et territoires, et l'organisation de rencontres professionnelles et une implication active dans les réseaux sectoriels et territoriaux. Donc, moi, je dis, la question qui me brûle, Caroline, c'est de dire, donc, on présente plus Mima. Enfin, franchement, moi, j'entends parler et il y a une notoriété conséquente de ce festival. Donc, je me dis que Mima, c'est quasiment, et vous l'avez entendu, un projet culturel, territorial à part entière. Parce que ça brasse des personnes, des artistes, Bon, et je me dis, est-ce que finalement, Mima, c'est pas un possible levier pour le développement durable de ce territoire et de Mirepoix? On a entendu parler de la catastrophe industrielle, du crash, hein, comme beaucoup de territoires aujourd'hui connaissent. Hein, dans ces plateformes de la mondialisation, on peut très vite devenir peu attractif et laissé pour compte. Regardez Détroit. Alors, je cause anglais, hein, j'ai Detroit. Hein, donc, si je traduis, c'est Détroit, aux États-Unis. Regardez, du jour au lendemain, les usines sont parties, elles ont été démontées, et puis on les a remontées au Mexique, et on a laissé les ouvriers sur place. Hein, voilà, et donc, je me dis, qu'est-ce qui manquerait, finalement? Alors, c'est bon, voilà. Mais c'est marrant que tu parles de Détroit, qui est quand même une ville sinistrée, enfin qui était une ville sinistrée. Oui, il y a une reconquête là dans ce que vous faites. Je ne veux pas faire un parallèle entre le côté sinistré de Détroit et le côté sinistré de Mirepoix. Encore que c'est pas les mêmes murs, mais quand on gratte un peu, il y a la même misère sociale. Donc effectivement, oui, il y a des très jolies pierres à Mirepoix, mais il faut gratter derrière pour voir vraiment approcher de la vérité. Donc effectivement, un festival est né en 89 suite à une volonté municipale, et je le dis aujourd'hui parce que vraiment les années 80, on en a fini, et quand même là, à cet endroit-là, c'est un peu dommage, mais c'est vrai qu'un maire, en tout cas un élu, s'est dit, tiens, je vais miser sur la marionnette pour développer mon territoire. C'est quand même assez dingue de penser ça aujourd'hui. Et il a eu raison. C'est comme à Détroit, ils ont misé sur la musique électronique pour se développer, et ils ont eu raison. Je ne sais pas s'ils se sont développés, mais pareil, on parlait c'était Philippe qui disait la culture ne développe pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'avec ce festival, il y a au moins une partie d'une profession, d'un secteur, d'une discipline artistique qui s'est un tout petit peu épanouie, ou en tout cas Mirepoix a participé à cet épanouissement de l'art marionnette, des arts de la marionnette. Et donc voilà, merci à Paul Dardier qui a misé sur cette discipline qui à l'époque était quand même suffisamment rare. Voilà, donc j'ai l'impression qu'on voit un petit after movie du festival de l'année dernière. Donc effectivement, c'est le festival aujourd'hui, donc 36 ans après la création du festival, qui a beaucoup évolué. On s'est attaché il y a une quinzaine d'années maintenant à axer sur des formes plutôt innovantes. Donc le travail de recherche dans la création des arts de la marionnette est pour nous important. Et c'est par cette spécificité et donc par cette exigence, on n'est pas allé vers la facilité en fait. Et je pense que le fait de ne pas avoir été, ça nous a valu évidemment beaucoup de difficultés. Parfois tout le monde n'a pas forcément compris là où on allait, pas compris tout de suite en tout cas, ça a mis du temps. Mais cette exigence-là aujourd'hui, elle a été remarquée, et elle est devenue un désir en fait, parce que oui, ça pétille, parce que ça crée de l'envie, parce que c'est assez étonnant sur ce petit territoire de 3000 habitants qu'on transforme comme ça en une scène vivante, plurielle. Voilà, donc après la difficulté, donc là c'est sympa, c'est attractif, etc., c'est de passer de ça au fond. Justement, je parlais des murs, et quand on gratte, c'est un peu, il y a de la poussière qui tombe, mais c'est comment passer de ce côté très joyeux et pétillant et très florissant, et pour la création et pour le territoire, à un travail de fond. Parce que j'y vis à Mirepoix, j'ai des enfants, et je vois bien qu'il y a une nécessité et un besoin de rencontre entre les artistes et la population, quelle qu'elle soit, à tous les endroits. Et effectivement, là, c'est un travail de longue haleine, parce qu'on n'est pas attendu. Je veux dire, c'est ça la difficulté aussi que j'ai eue, qu'on a eue.
maintenant collectivement, parce qu'il y a une équipe maintenant à Mima de 5 personnes, donc qu'on a encore aujourd'hui, c'est qu'on n'est toujours pas vraiment attendu. C'est-à-dire que personne nous dit « Ah, ça serait super si Mima pouvait devenir un centre national de la marionnette, par exemple. » Au hasard. On peut le dire là. On peut le dire. Ce serait Non, vraiment mais super, ça serait quand même. super. Ça serait super si Mima pouvait développer des résidences d'artistes au long cours, si elle pouvait aller dans les écoles, etc. Donc personne nous a demandé quoi que ce soit. Nous ne sommes pas missionnés, on n'est ni labellisés ni rien. Donc les collectivités ne nous ont pas donné comme mission de participer au développement du territoire. Donc on se l'est donné nous-mêmes, on va dire. On s'est autoproclamé potentiellement acteur de notre territoire parce qu'on y habite. Et donc, comment faire ? On est allé effectivement à la rencontre d'abord d'une enseignante. Ça a commencé par une enseignante au lycée et petit à petit, ça s'est développé. Et c'est vrai que la notion de coopération à Mima, dans notre équipe, elle est vraiment nécessaire. Enfin, elle est essentielle, puisque sans le faire avec, on ne serait pas là aujourd'hui. C'est-à-dire que développer une saison sans aucun financement, effectivement, on s'appuie sur d'autres acteurs culturels, dont l'Estive, mais aussi dans d'autres villes de l'Ariège. On s'appuie sur d'autres acteurs de la marionnette pour mutualiser. Voilà, donc on fait vraiment toujours ensemble et on s'appuie sur les artistes et on travaille avec les artistes. Et c'est vraiment avec ce mouvement, cette présence artistique très forte qui est aussi certainement, t'en parleras Juliette, le festival a contribué à faire qu'il y a une implantation des artistes dans cette discipline qui est très forte en Ariège et qui fait que finalement, ensemble, on arrive à recréer une dynamique. Voilà, donc la coopération, elle s'est faite aussi avec des institutions et notamment la DRAC qui a été, moi je remercie, il y a Sylvie Castel qui est là, Jean-Pierre Bessombe qui l'a précédé aussi et Martine Cessillon qui ont été pour Mima et à l'endroit de Pierre Deguet aussi, je veux dire, le point de départ. Très clairement, pour Mima, s'il n'y avait pas eu la DRAC, on n'en serait pas là aujourd'hui. C'est vraiment, ils se sont dit, tiens, il se passe quelque chose, on y va et on va accompagner. Et il y a eu cette prise de risque aussi, peut-être pour la DRAC, je ne sais pas, de nous accompagner, de nous aider, de nous soutenir. Et aujourd'hui, alors c'est arrivé un peu par le haut, effectivement, mais sur le territoire, ça commence à porter ses fruits. Et il y a une saison, effectivement, qui existe aujourd'hui grâce à la coopération des Pierre Deguet, mais aussi de Max, de d'autres acteurs culturels. Donc on est toujours en chemin. Vous avez un lieu ? Alors non, voilà, donc on n'a pas de lieu, on fait tour les murs, donc on implante, etc. Mais on ne désespère pas, c'est un peu une de mes grandes qualités, c'est la ténacité et le côté très optimiste. On ne désespère pas d'en avoir un, peut-être même bientôt. En tout cas, effectivement, il y a un projet de Centre national des arts de la marionnette à Mirepoix avec un lieu qui a été repéré, que la communauté de communes, c'est dommage qu'Alain ne soit pas là, il aurait pu nous annoncer ça, va acquérir très très vite. Il a eu peur en fait, je pense. Les élus ont peur, je ne sais pas, c'est peut-être un vrai sujet ça aussi, non Presque philosophique. Ouais, voilà, la peur des élus. Alors peut-être que je ne les rassure pas beaucoup, c'est vrai. Mais c'est dommage parce qu'on apporte beaucoup de choses, on contribue à ce territoire. En tout cas, voilà, il y a de la vie, il y a de l'envie, et c'est vrai que le fait d'avoir des artistes très proches, en proximité, alors il y a eu des résidences de territoire longues, mais il y a aussi des artistes qui y vivent, et ça crée aussi d'autres dynamiques. Carrément, oui. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu. En tout cas, merci. Non, mais franchement, je trouve que c'est très très clair, et puis l'avenir est tracé, en tout cas. Voilà, non mais par pointillé, mais ouais, c'est un projet assez extraordinaire. Alors, Juliette, donc compagnie Les Philosophes Barbares. Alors, vous êtes implantée en Ariège depuis une dizaine d'années, avec l'achat d'une ancienne tuilerie et d'un terrain conséquent sur lequel est implantée d'autres compagnies. Ils créent des événements régulièrement, accueillent en résidence. Ils créent une nouvelle dynamique de vie culturelle et sociale autour de la fête et dans une ambiance art de la rue. Création pensée pour l'espace public sur des thématiques qui prennent en compte les réalités rurales. Ce n'est pas que des salades sur la problématique des suicides chez les agriculteurs.
la recomposition des mondes à partir des BD d'Antonio Pignocchi. Mima et Steve ATP vous accompagnent. Alors les Pierre de Guet. Pas les ATP, mais bon, il y a pas de problème. Pas encore, mais Nadine. Et donc la question, c'est, je propose de répondre, c'est dire le monde, mettre en émotion, donc en mouvement, donner du temps de cerveau disponible. Vous l'avez, je l'ai lu. L'art poétique et politique. Selon vous, la manière de questionner l'avenir, donc le présent, à partir de l'espace public comme scène et accessoire, est-elle une façon de mieux habiter son territoire? En anglais, si vous voulez, parce que je suis tout à fait bilingue. Non, c'est le mieux, ce qui me questionne, parce que je ne suis pas là pour témoigner de mon expérience de l'implantation de la compagnie Les Philosophes Barbares en Ariège comme quelque chose de mieux, mais comme quelque chose qui existe et qui effectivement est porteur de pas mal de joie. Donc dans ce sens-là, oui, je me reconnais là. En tout cas, oui, effectivement, de s'implanter en Ariège a beaucoup changé les choses. Déjà parce que du jour au lendemain, je suis devenue une hippie ariégeoise. Alors, depuis, je quitte plus mon blouson de cuir pour aller un peu contre cette idée préconçue des Ariégeois. Et il faut savoir que jusqu'ici, la compagnie s'est créée à Bruxelles. Après, on a fait un petit tour en Bretagne. Ensuite, on était dans l'Aude. Et donc, il y avait vraiment une envie, une motivation très sincère de s'implanter, un besoin de faire pousser des racines qui ont sûrement inspiré notre relation au territoire aujourd'hui. On avait très envie, on était assez frustrés de jouer un peu partout et du coup que nos amis, nos voisins ne connaissent pas notre travail. Et donc c'est vrai que quelques mois après notre installation en Ariège, on a imaginé, c'est là où ça nous a rapprochés de l'espace public, de travailler sur un format plus léger, autonome techniquement, qui peut jouer partout, et pourquoi pas dans le jardin de nos amis, parce que c'est devenu vraiment très très important de partager ce qui nous est cher avec les gens qu'on connaît. Voilà, on a travaillé sur une forme courte, et puis sans s'en apercevoir, parce que ça c'est des mécanismes très, enfin, en tout cas chez moi, très intuitifs. On s'est intéressé à les métiers de l'agriculture et des paysans. On a inventé un spectacle où on raconte l'histoire d'une ferme des années 60 à aujourd'hui. C'est pas du tout documentaire, c'est quelque chose de très fantastique et ça se rapproche plus d'une fable. Mais voilà, presque sans s'en apercevoir, on a pris conscience que les nouveaux amis qu'on était en train de créer, les nouvelles rencontres, ont complètement imprégné notre travail et qu'est-ce qui est devenu important pour nous. Et c'est-à-dire parler de justement ce destin des paysans. Et puis voilà, le spectacle a fait un peu a commencé par tourner sur un réseau très local, puisque c'était comme ça qu'on l'avait imaginé. Et puis de fil en aiguille, il nous a emmenés vers un réseau plus national et jusque jouer dans une ville, dans des milieux très très urbains. Et là, donc, on s'est même rendu compte qu'on devenait porteur de parole, porteur de la réalité des paysans qu'on côtoie et qu'on devenait leur représentant. Et d'ailleurs, dans cette trajectoire, on est devenu le spectacle chouchou de la Confédération paysanne. Le spectacle a même est devenu un outil pour des visites à la ferme, pour faire venir du public, parce que comme il a un peu un bon bruit qui court, et quand c'est pas que des salades jouent, les gens viennent. Et ça permet derrière de questionner la réalité des paysans. Donc vous imaginez là comment ça devient complètement actuel. Et c'est vrai que pour nous, ça a été vraiment une expérience très positive parce que enfin notre métier est devenu utile. Voilà. Et c'est vrai que pour les artistes, je pense qu'on est tous un peu pareil, on a un gros problème de légitimité. Et là, de se retrouver à militer avec
auprès des paysans, c'était, voilà, ça remplissait vraiment, ça donnait sens à notre métier, mais vraiment en profondeur. Voilà, donc oui, effectivement, ça a beaucoup changé les choses, les sujets qu'on aborde, parce que bon, là, je vous ai parlé de ce spectacle, on aborde la paysannerie, mais le spectacle sur lequel on a travaillé ensuite, c'est une adaptation des BD d'Alessandro Pignocchi, qui, lui, imagine que la pensée dominante devient animiste, et toute la différence que ça peut faire quand les dirigeants sont plus intéressés par le pouvoir, quand on réintègre l'humain dans un réseau d'interdépendance avec la faune, la flore et tous les règnes. Et il faut savoir qu'on habite dans un endroit, dans un tout petit village de 70 habitants, et nos voisines à gauche sont des vaches, et à droite on habite en lisière de forêt, et il y a des biches, des cerfs, des renards, bon, je ne vais pas tous les nommer, mais donc évidemment on s'est complètement fait imprégner par des ours, pas encore. On s'est fait imprégner par ce lieu. Et voilà, pour finir, ce qui n'est pas du tout officiel, mais bon, voilà, je vais en parler là. Ce lieu, on cherchait une maison, mais bon, voilà, on a raté. On a trouvé une ancienne usine de fleurs en tissu. Ça a été une tuilerie un jour, mais bon, c'est devenu plein de choses. Et qui dit ancienne usine dit 1000 mètres carrés sous toit. On était 4. Voilà, donc ça a re-questionné notre projet familial, et puis c'est de là qu'est venue l'idée de monter un projet collectif autour de la pratique artistique. Et comme on est passionné, les premiers travaux qu'on a fait, c'est rénover un hangar en salle de répétition, et qui est même presque une salle de spectacle. Et voilà, et petit à petit, il y a d'autres artistes qui sont venus s'agglomérer autour de cette salle de cette pratique et de cette salle de travail. Et puis petit à petit, comme évidemment vous imaginez bien, il y a des énormes besoins de lieux de travail, de bouche en oreille. Il y a des amis qui sont venus travailler, puis après les amis des amis, et puis après voilà. Et donc maintenant, on accueille 2 groupes où résident compagnies de théâtre par mois sur le lieu. On a des demandes, j'ose même pas imaginer votre vie, parce que moi c'est pas mon métier et ça déborde, donc c'est pour dire qu'il y a un besoin mais cruel. C'est des jeunes qui sont motivés, qui ont plein de choses à dire, qui ont des besoins, à qui il faut évidemment répondre. Bon, nous on a cette chance d'avoir cette salle à partager, mais oui, c'est crucial. Et voilà. Du coup, je me suis emballée. Très bien. Voilà, et donc voilà, de fil en aiguille, l'accueil de ces artistes, ils viennent, ils travaillent, ils ont envie d'essayer, donc il faut convoquer du public, donc nous voilà aller chercher le public, puis nos copains ils commencent à en avoir un peu ras-le-bol, parce qu'on voulait bosser pour eux, mais bon, maintenant ils veulent bien faire autre chose de leur vie, donc il a fallu chercher d'autres publics, donc de fil en aiguille, j'ai fini par être conseillère municipale, donc il reste quand même une élue. Bon, c'est Saint-Michel, hein, ça vaut pas énorme, mais... Et voilà, ce geste-là, bon, j'ai répondu à une invitation, hein, mais m'a permis de mieux rencontrer les gens du cru, voilà, et d'arriver à créer des chemins pour qu'ils se sentent bien chez nous, au milieu des néo-ruraux, et de toutes les barrières qu'il y a, évidemment, et c'est normal, mais on essaye, grâce à notre esprit de la fête et de la fantaisie, de les accueillir et qu'ils s'y sentent bien, et ça marche. Et d'ailleurs, voilà, de fête en fête, maintenant, quand on en fait une, il y a 800 personnes qui arrivent. Donc, oui. Voilà. Mais il y a de la bière artisanale, il y a un écosystème qui se crée, comme ils disent là dans les bouquins. Ah oui, bien sûr, hein, c'est tout local, c'est que des amis, c'est que des échanges. C'est vraiment là, on n'est pas du tout, on est complètement hors cadre d'un milieu professionnel, hein, ça faut le savoir, parce que ça fonctionne sur la gratuité, la solidarité et des participations libres. Bon, voilà, nécessaires, mais c'est vraiment en fonction des moyens de chacun. Et puis surtout, beaucoup de temps donné, beaucoup de bénévolat. Moi, je trouve que c'est important de mettre un petit point, un surlignage là-dessus. C'est-à-dire que, en fait, ce que vous démontrez, c'est que la vie, elle peut être intéressante sur un territoire parce qu'on est dans d'autres dynamiques que celle qui est donnée par le pouvoir d'achat ou par la monnaie. La monnaie
euros, quoi. Et donc, ce que vous avez mis en place, c'est d'autres valeurs et d'autres systèmes d'échange de valeurs qui fait que la vie sur ce territoire, elle est intéressante, elle est riche, elle est singulière, elle est faite de moments de rencontres improbables, vous créez de l'aléatoire, du bizarre, le monde vient dans ce petit lieu, sans vous, il n'y aurait pas ça, il me semble. Là, vous commencez à me mettre mal à l'aise. Ah. Bah alors, je vais passer à votre voisin. Oui, voilà. Merci, Juliette. Non, mais vous pourrez revenir dessus, hein, sur ce qui vous met mal à l'aise. Alors, Fabien, donc directeur théâtre plus cinéma, vous avez dirigé le théâtre Le Sillon de Clermont-Lérault, qui était labellisé scène conventionnée d'intérêt national Art en territoire pendant plus de 10 ans, et vous avez pris vos fonctions à la tête du théâtre, donc scène nationale de Narbonne le 1er juillet 2022. La question est, alors je vous cite, il faut aller à la rencontre du public et faire tomber les clichés. Donc c'était tiré d'une interview de l'Indépendant. Comment et pourquoi ce théâtre tisse à la fois spectacle, événement, festival, mais également artistes, structures culturelles, public. Qu'est-ce que cela produit ou veut produire, à la fois à Narbonne, mais au-delà de Narbonne, dans le territoire dans lequel elle s'inscrit? Merci. Je crois que ce qui est attendu de moi, c'est de parler à cet endroit d'une scène nationale, notamment celle de Narbonne. Parce que si j'avais parlé uniquement du point de vue de mon parcours que vous avez juste résumé, j'aurais défendu avec peut-être pas avec autant de talent et de précision que Philippe, mais la nécessité de travailler à l'habitabilité du territoire. C'est un peu d'ailleurs le bilan que j'ai tiré de mes 10 ans à Clermont-Lérault, où j'ai commencé un peu naïvement à aborder le territoire par la décentralisation, un terme que j'ai après banni de mon vocabulaire, considérant que le territoire n'était pas un centre et une périphérie, mais un espace à habiter ensemble. Et donc les projets ont forcément évolué, de la diffusion vers les projets d'infusion, des projets au long cours. Donc c'est avec tout ça que j'arrive à la scène nationale de Narbonne, qui est un équipement à l'opposé presque de ça, quoi. C'est un équipement conçu il y a 30 ans, rien que dans son architecture, on le voit, il surgit de l'autoroute en hauteur, aussi haut que la cathédrale de Narbonne. On voit qu'il est dans une logique d'attractivité, une logique centripète, de faire rentrer, faire venir, aspirer tous les publics possibles. D'ailleurs, on lui a construit une salle de 900 places pour ça. Donc, voilà, donc comment travailler alors que je viens presque à rebours de cette logique, quoi. Donc comment je fais? Je crois que c'est la question qu'on me pose. Ou comment vais-je faire pour résoudre ce paradoxe, parce que je ne crois pas avoir abandonné mes convictions, mais je fais effectivement avec le contexte dans lequel je suis, et avec une histoire. J'ai parlé du bâtiment, mais j'ai aussi une équipe qui est habituée à travailler dans cette logique d'accueil de grosses formes, de polarisation, et qui a son sens, qui a sa pertinence, quoi. C'est juste qu'aujourd'hui, on peut quand même repérer des effets pervers à cette logique uniquement centripète, d'attractivité d'un lieu culturel comme une scène nationale. J'en repère 2-3. Ça a déjà une image de citadelle imprenable, pour rester dans la métaphore architecturale. Ça, une image quand même encore, quand on arrive dans un lieu et qu'on fait la tournée des popotes pour voir un peu... D'ailleurs, quand on candidate à une scène nationale, on l'a fait même avant d'arriver. Donc, on entend, et donc ça a une image, comme beaucoup de lieux de ce genre, institutionnalisés, d'entre-soi culturel. Et puis, la logique de la fréquentation, finalement, ce pourquoi elle a été construite, c'est pas si simple que ça. C'est pas si simple que ça de faire aujourd'hui 900 spectateurs, notamment devant une œuvre de théâtre contemporain, quoi. Enfin, voilà, donc finalement, ça a des effets pervers. Donc moi, avec toutes les convictions que j'ai acquises à travailler autrement avec le territoire, je me dis, je vais essayer, même si c'est pas son histoire, même si elle n'est pas super agile pour ça, de ne pas considérer uniquement le territoire de manière comme une zone de chalandise avec un public, et continuer
à remplir, même si, ne soyons pas naïfs, je ne peux pas non plus faire fi des logiques de remplissage, du nombre de spectateurs, parce que je sais que c'est comme ça que un certain nombre des financeurs évaluent aussi le travail que l'on fait. C'est aussi comme ça qu'on est regardé, c'est aussi comme ça quand même qu'on atteint des objectifs de démocratisation culturelle. Donc pour moi ça reste un objectif, mais il y en a un autre, c'est cette fameuse habitabilité du territoire, cette logique de vivre ensemble, quoi, avec des projets artistiques, de faire avec d'autres, de travailler non pas seulement donc à remplir, mais à mieux vivre, quoi. C'était, je crois, voilà, à mieux vivre sur le territoire. Alors, je vais vous donner quelques exemples. Je ne peux pas vraiment tirer un bilan. C'est ma première saison. Je suis là depuis 18 mois. Donc, voilà, c'est plutôt encore je suis entre des premières prémices de réalisation et des intentions. Mais ce que je peux dire, que je crois qu'on peut faire, déjà reprendre à la base. Même si j'ai fait tout ce parcours, moi, à Clermont-Lérault, à me dire la décentralisation, ça suffit pas, mais malgré tout, il faut recommencer par ça, je pense. Et moi, j'ai décidé, par exemple, sur l'agglomération du Grand Narbonne, il y a 37 communes, en 2 saisons, de passer dans toutes les communes avec un spectacle. Parce que c'est quand même déjà le plus facile, parce que même si je crois beaucoup qu'il faut engager des projets de longue durée, si on veut vraiment rencontrer les habitants, si on veut vraiment qu'il se passe des choses, si on veut... si sur un territoire comme ça, si je commence par ça, il y a une partie du territoire qui ne va même pas savoir qui on est, ce que l'on fait. Et pour moi, c'est très important qu'on soit vite identifié. Donc, par exemple, le dialogue avec les élus des communes, pour moi, c'était une des premières actions, en espérant que ça produise une meilleure appropriation, qu'ils se disent qu'on peut dialoguer avec la scène nationale, que ce n'est pas une citadelle imprenable. Pour moi, c'est déjà une manière minime de faire territoire, faire un spectacle, faire une présentation dans la commune. C'est des premières étapes et petit à petit, on commence, mais je sais que ça va me prendre quelques années avant de pouvoir poser dans certaines communes des projets de plus longue durée. Voilà. Mais je connais le parcours, j'ai déjà fait une fois, je me dis que peut-être là je le ferai un peu plus rapidement, avec donc les bénéfices que je sais pouvoir attendre, y compris sur la fréquentation des spectacles, même si ce n'est pas l'objectif visé, quoi. Même si en allant travailler comme ça avec les communes, je vise avant tout à mieux travailler avec, je sais que aussi il y aura un effet induit sur la fréquentation. Et je peux poser une question, Fabien, là, sur quelle complicité. Est-ce que ce projet que vous portez, il y a une complicité, une connivence même, ou une complicité avec les élus, avec vos administrateurs, et éventuellement aussi avec d'autres acteurs culturels du territoire. Et quand on dit acteurs culturels, il faut l'entendre au sens très large. Voilà, ça peut être des structures associatives, comme voilà. Ce projet-là, est-ce qu'il est, il est partagé alors déjà par vos élus? Oui. Oui, mais je dirais oui parce que aujourd'hui, dire qu'on travaille sur le territoire, c'est presque un mot valise, quoi, maintenant. Tout le monde dit que c'est bien, qu'il faut travailler avec les gens. Donc, dès qu'on dit qu'on va... Voilà, après, il faut voir qu'est-ce qu'on fait concrètement. Et en même temps, c'est des injonctions paradoxales. On nous dit travailler sur le territoire, travailler avec les gens, et en même temps, continuer à avoir des chiffres de fréquentation qui montrent la belle santé de cet équipement culturel, quoi. Donc, c'est un peu paradoxal. Moi, j'essaye de l'expliquer. Pour le moment, ça se passe bien. Dire, ben oui, quand on fait 19 représentations dans des communes, on ne les fait pas dans des salles de 900 places, donc chaque fois, c'est des jauges à 100, 200. Donc la fréquentation, elle ne fait pas des bons incroyables, quoi. Mais l'appréciation qualitative, il faut l'expliquer. Bon, pour le moment, ça se passe plutôt bien, à voir dans la durée. Après, effectivement, j'allais y venir parce que justement, deuxième type d'action, je parlais de diffusion dans les communes. Pour moi, justement, faire territoire, mieux vivre avec le territoire, ce que j'essaye de faire du point de vue de la scène nationale, c'est de travailler avec d'autres, d'être dans une logique de partenariat. C'est-à-dire de ne pas juste... essayer de sortir de la logique du programmateur tout-puissant qui fait une programmation incroyable d'œuvres repérées à Avignon et à Paris. Voilà. Il faut aussi des grandes œuvres. Parce que, encore une fois, voilà, l'équipement il est fait pour ça. Mais moi j'essaye vraiment voilà,
certains des collègues qui sont là dans la salle le savent. Enfin, on essaye avec les structures culturelles de l'Aude, ça prend du temps. Ça prend du temps pour nous de dépasser les frontières de l'agglomération. On essaye avec des acteurs culturels de l'agglomération. Il y a le service culturel de l'agglo qui est là, qui le sait, la médiathèque, le conservatoire. Mais j'aimerais insister plutôt, moi, ce qui m'intéresse, j'ai peu de résultats à apporter en témoignage, mais en tout cas une intention de travailler avec des acteurs non artistiques. Voilà, par exemple, je vais donner 2 exemples. Un qui va vous plaire sûrement, un des acteurs que j'ai identifié comme essentiel à Narbonne de rencontrer, c'est le club de rugby, évidemment, même si je suis biterrois, attention. Mais ça, je leur dis pas trop. Enfin, voilà. Non, mais le club de rugby, tout de suite, évidemment, en plus le stade, il est en face le théâtre. On a créé une relation. Mais véritablement, je l'envisage comme une relation. C'est-à-dire, un des premiers trucs qu'on a fait, c'est toujours ce qu'on sait faire, amener un spectacle. C'est créé à l'occasion de la Coupe du Monde, un spectacle de cirque sur le rugby qui s'appelait Drop. On l'a fait au stade de rugby. Bon, c'était un truc, mais on fait d'autres choses dans la relation. Par exemple, on accueille l'équipe de rugby qui vient prendre ses collations d'avant-match dans notre resto. Là, hier, j'étais avec un joueur pour travailler sur un projet parce qu'il a participé à un documentaire sur la reconversion d'un jour de rugby qu'on va peut-être passer à notre cinéma. On a pour projet l'an prochain, par exemple, de faire rencontrer, ça c'est un des objets avec lesquels j'ai envie de travailler le territoire, faire des portraits de territoire, faire rencontrer des artistes, faire société entre un artiste et quelqu'un du territoire. Ben là, on a par exemple le projet de faire rencontrer le capitaine du Racing à Sébastien Barrier, pour ceux qui le connaissent. Je ne sais pas ce que ça va produire, mais ils vont passer 4 jours ensemble au mois de novembre et restituer ensemble, enfin 4 jours, pas du matin au soir quand même, mais on va organiser, et l'idée c'est qu'ils racontent ensemble leur rencontre. Bon, voilà. C'est des expériences comme ça qui permettent de faire relation, voilà, de faire territoire. Encore une fois, la difficulté, pour conclure, dans une scène nationale, c'est d'articuler ça avec ces enjeux et ces équipements d'une autre époque, quoi, d'une époque de la démocratisation. On va fêter les 30 ans de la scène nationale de Narbonne en 2000, cet automne. Ben voilà, on a un outil entre les mains et des attentes qui aussi... Mais qui, encore une fois, ce qui est dur, c'est qu'on fait par exemple beaucoup aussi dans l'histoire de cette scène nationale, on accueille 12 000 scolaires par an. C'est un truc énorme. Des bus entiers de scolaires qui viennent voir des spectacles. Mais c'est dur à arrêter. C'est dur à arrêter, même si on se dit on fait de l'abattage. C'est dur à arrêter parce que finalement, toutes les classes le veulent. Tous les élus se disent mais c'est super. On est sûr que tous les enfants vont passer au moins une fois à la scène nationale. Donc c'est très dur d'arrêter ça. En fait, il ne faut pas l'arrêter, il faudrait juste compléter avec ces nouvelles... voilà. Et c'est ça l'exercice d'équilibre qui n'est pas facile. Bah, c'est passionnant, en tout cas. Et puis, en tout cas, bon vent pour la suite. Mais ce que moi j'entends et qui me semble être au cœur aussi de nos préoccupations, c'est de dire, en fait, si on n'a pas les bonnes lunettes et les bonnes grilles d'appréciation pour évaluer, on risque d'attendre longtemps des réorientations ou des bifurcations, quoi, et de fabriquer autre chose que finalement une forme d'académisme ou de... Bon, et donc travailler sur ces questions de nouvelles lectures, de nouvelles lunettes, de nouvelles critères d'évaluation, ça serait aussi important pour soutenir en fait ces contournements, détournements ou ces pas de côté finalement qui sont, vous l'avez tous dit, me semble-t-il, je l'ai entendu, nécessaires aujourd'hui au regard des enjeux qui sont là, parmi nous. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions, des précisions dans la salle que je vois de moins en moins avec l'effet lumière? Non. Eh bien, écoutez, on va passer à la dernière séquence. Merci beaucoup.
Nous accueillons Frédéric Bourdin, directeur adjoint de la DRAC, c'est ça? De la DRAC Occitanie, qui nous fait l'honneur d'être présent. Donc on avait ouvert la journée avec les partenaires territoriaux, et puis donc Frédéric Bourdin a pu nous rejoindre aux côtés de Sylvie Cassel qui elle a participé à toute la journée. Donc merci beaucoup pour cette prise de parole qui vient un petit peu clore ces échanges avant qu'on passe justement à l'artistique avec une proposition de la compagnie Tac Tac. Eh ben, merci beaucoup, Carole. Et bonsoir à tous. Et, je suis ravi d'être parmi vous ce soir pour un peu être aussi à la clôture de cette journée. Et d'abord saluer cette initiative qui est extrêmement importante parce que c'est toujours un moment d'échange, de dialogue, de témoignage. Et on sait à quel point c'est riche aujourd'hui. Alors moi, je suis arrivé pour les 2 dernières tables rondes. Mais je sais que la DRAC avait à cœur d'être présente puisque Sylvie Castel était là depuis les débuts de l'après-midi et c'était bien important aussi qu'on puisse être présent aussi pour la fin de cet après-midi. Moi, je voulais juste dire 2-3 petites choses. D'abord, dire que ce qui a été dit dans les 2 dernières tables rondes que j'ai pu entendre, ça résonne beaucoup au ministère de la Culture, à la DRAC et aux fonctionnaires du ministère de la Culture que nous sommes. Et la première chose que j'ai retenue, alors j'ai pris des notes, j'en ai marqué partout, c'est la question du lien à développer et qui me semble être une question cruciale, du lien qu'on développe sur un territoire avec les gens, avec les habitants. Et volontairement, je ne dis pas avec les publics. Voilà. Et ce lien, on voit qu'il est aujourd'hui en train de se réarticuler, de s'inventer. Il est toujours en évolution. Voilà. Et c'est ce que disait Fabien aussi. Ça questionne aussi 30, 40, 50, 60 années de politique publique de développement culturel et qui font que les choses ne s'opposent pas. On a besoin de lieux qualifiés avec des grandes jauges, avec des équipements techniques, comme on a besoin d'une diversité de formes en fait. Et on voit aujourd'hui l'enjeu qu'est celui du travail et du développement de la complémentarité et du partenariat entre ces différentes formes de relations et de propositions, que ce soit du spectacle vivant, de la valorisation de patrimoine, de la réflexion sur l'architecture, du travail sur l'écriture, sur le livre, etc. On voit à quel point ces différentes strates de structuration d'histoire de politique culturelle font qu'aujourd'hui, elles sont appelées à dialoguer entre elles et à se compléter. Et pour moi, c'est l'enjeu, je pense, de ce qui s'ouvre, de ce qui s'est ouvert finalement après la crise sanitaire qui nous a tous profondément marqués, ébranlés. Et on voit comment ça a pu être encore évoqué d'ailleurs cet après-midi. La deuxième chose que je remarque et que je veux saluer, c'est le volontarisme des acteurs, qui soient des acteurs culturels, mais aussi des acteurs publics sur la question de la culture. Moi, j'ai travaillé 10 ans, bon, je vais parler de moi, mais après tout, je ne suis pas tout seul à l'avoir fait. J'ai travaillé 10 ans en Hauts-de-France. À cette époque-là, on appelait ça le Nord-Pas-de-Calais. C'est aussi un territoire qui a été profondément malmené par différentes crises sociales, économiques, et pour lesquelles les collectivités territoriales, en son temps, les années 70 et 80, avaient fait le choix de relever le territoire par un fort investissement sur la culture. Voilà. Et on voit les fruits que ça a donné, et ça me permet aussi de dire que la troisième chose que je retiens de ce que ça a pu être évoqué cet après-midi, c'est une appréhension beaucoup plus horizontale aujourd'hui que verticale ou descendante des choses. Voilà. Ça, c'est aussi le fruit de nombreuses années de développement culturel qui fait qu'aujourd'hui, on a un maillage, aussi une culture de la culture
qui fait qu'on peut aussi travailler énormément en horizontalité. Mais bon, c'est pas aussi un truc nouveau, ça. Moi, je me souviens d'une scène nationale, une scène sans scène, qui s'appelle Culture commune, et qui a travaillé justement sur cette question de maillage territorial, d'itinérance, comme on pourrait dire aujourd'hui. Mais c'est aussi la réalité de cette région. Et cet après-midi, je crois que Florian Oliveres a pu témoigner... il n'est pas venu. Bon, a pu témoigner aurait pu témoigner, merci. On va tout conjuguer. De l'expérience des scènes croisées de Lozère. Voilà, et on voit bien aussi à quel point on est capable de travailler sur des outils qui travaillent en pleine harmonie et en pleine résonance avec les besoins de leur territoire. Et ça, c'est, je pense, le fruit d'une vraie culture de la culture. Et puis, il y a une dernière chose que je relève qui me semble être un marqueur d'évolution très forte, qui est peut-être post-Covid, mais qui, je pense, prend sa source avant. Je pense que c'est aussi la façon dont aujourd'hui les artistes voient leur relation au territoire et voient leur relation au monde, et finalement ont énormément évolué dans leur vision de leur métier. Je pense qu'il y a 15-20 ans, une équipe artistique, alors je dis ça, c'est un petit peu caricatural, j'en conviens, mais c'est quand même, je pense, des tendances qu'on voyait. Une équipe artistique, elle se voyait dans un rôle un peu monochrome de producteur de spectacles. Aujourd'hui, on voit de plus en plus d'équipes artistiques qui s'installent sur des territoires, qui deviennent des acteurs complets du territoire. Et ce que vous disiez, madame, que je ne vois plus dans le noir, c'est bien le cas. On rénove un lieu, ça devient un lieu d'accueil pour les collègues, mais ça devient aussi un lieu de convivialité. Un lieu où on partage l'art, un lieu où on partage ce qui est un enjeu culturel, que ce n'est pas juste une question d'art, mais c'est aussi une question de gastronomie, c'est aussi une question d'art de vivre, et c'est ça qui fait culture. Et je pense que cette évolution qu'on voit aujourd'hui chez les artistes et dans les nouvelles générations notamment, de la façon dont ils envisagent leur métier, leur rapport au public et leur rapport aux gens autour d'eux, est aussi un énorme marqueur qui doit nous faire penser une évolution de nos politiques culturelles. Une politique culturelle, c'est une politique vivante qui évolue, qui se renouvelle, qui se remet en question systématiquement. Et je pense que, vous me pardonnerez, c'est un pont assez facile, mais c'est aussi l'enjeu de notre nouvelle ministre qui a lancé très récemment une action de concertation sur la question du printemps de la ruralité. Cette question, elle est aussi le fruit d'une longue digestion des politiques culturelles. Elle ne tombe pas comme ça. On rappellera juste que l'accès à la culture, c'est inscrit dans la Constitution. Voilà. Et alors j'ai noté une deuxième chose, oui, c'est que l'accès à la culture, c'est inscrit dans la Constitution, mais la culture, c'est aussi une compétence partagée entre l'État et les différentes strates des collectivités territoriales. Et on voit aussi que quand ça marche, c'est aussi parce qu'on ne s'est pas opposé et qu'on a travaillé ensemble à tous les échelons, et que les projets qui ont pu être exposés cet après-midi et dont vous témoignez, Carole ou Fabien ou d'autres, c'est aussi des moments où, je pense, le témoignage de Mima, c'est aussi, c'est pas que la DRAC qui vient faire une impulsion, c'est aussi parce qu'il y a une collectivité territoriale qui a appuyé, qui a voulu, qui est demandeuse, c'est parce qu'il y a une équipe artistique, un porteur de projet militant, c'est tout ça conjugué qui fait qu'à un moment, tout le monde y va. Et quand tout le monde y va, c'est forcément gagnant. Je crois que c'est aussi la recette, ça. Ce qui fait que l'enjeu du ministère de la Culture en région, la DRAC, le service de la DRAC, c'est bien d'accompagner ces initiatives et de se mettre en résonance, et de mettre en résonance les acteurs, qui soient les acteurs du secteur et les acteurs publics, autour de synergie, autour de dynamique, et puis dans des enjeux de structuration. Alors vous le savez, on
On a développé plein d'outils. Vous parliez de besoins de résidence. C'est vrai que c'est des choses sur lesquelles on travaille. Et les résidences, on en soutient beaucoup. Je n'ai pas le chiffre en tête, mais de façon très variée. Et puis, on est aussi sur des outils de structuration qui permettent aussi à ces résidences de se développer. Je pense aux conventions de généralisation de l'éducation artistique et culturelle. Il y en a plus de 40 dans cette région qui sont signées entre les services de l'État et les collectivités. Ça permet aussi de s'inscrire dans une vision pluriannuelle, justement, de développement d'actions pour de la présence artistique sur les territoires, ce qui est, à mon avis, des enjeux très forts. C'est aussi un soutien aux ateliers de fabrique artistique, qui sont justement un petit peu l'illustration de ce qui a pu être dit cet après-midi. Un atelier de fabrique artistique, c'est un lieu porté par une équipe qui justement s'inscrit dans cette espèce d'inscription territoriale très intime, et puis qui est aussi dans une idée de partage de l'outil. Et ça, c'est quelque chose, c'est des nouveaux formats qui viennent aujourd'hui compléter un peu les enjeux et qui nous permettent finalement d'être beaucoup plus en proximité, beaucoup plus en dialogue, dans cet esprit de co-construction et de mise en résonance des actions. Alors, c'est vrai que les pierres de Gué, c'est un peu aussi l'illustration parfaite de cette histoire-là. C'est la question vous avez parlé de collaboration. Moi, je parlerai, alors je l'ai déjà dit 3 fois, mais de mise en résonance aussi des choses, parce que là non plus, c'est pas descendant. On s'entend, on travaille ensemble, et résultat, on est dans une proximité totale sur une diversité de propositions très forte, qui n'oublie pas la question de la convivialité, qui est une façon aussi de réinventer le rapport au public, qui fait que, et alors j'en terminerai là, on travaille énormément sur une efficience de ce qu'est une action publique de la culture, qui est le partage de l'art avec tous et toutes. Voilà. Et je crois que c'est ça l'idée d'une politique culturelle, c'est créer sans cesse et recréer les conditions du partage de l'art et de la culture avec toutes et tous, et notamment ceux qui en sont le plus éloignés. Je vous remercie. On va conclure ces paroles, ces prises de parole. Aujourd'hui, je crois qu'on a entendu que des discours allant dans le sens de oui, les présences artistiques en territoires ruraux nous apportent des richesses multiples, humaines, relationnelles, évidemment artistiques, culturelles, plus largement, mais aussi économiques. Enfin voilà, ce ne sont que des richesses si on nous écoute, si on nous écoutait aujourd'hui. Évidemment, on sait bien qu'on n'est pas tous encore convaincus de cela. Donc le travail continue pour essayer de convaincre. Ce qui est important, c'est que déjà, on ait pu partager ça. Les rencontres des pierres de Gué se poursuivront sur des thématiques plus resserrées. C'est vrai qu'on a été un peu trop gourmand aujourd'hui. On a voulu tracer plein de perspectives et puis inviter des collègues, des artistes qui nous inspiraient aussi et des élus qui avaient une parole forte. Mais on a bien conscience que c'était un peu trop copieux, un peu trop ambitieux. Mais en tout cas, merci infiniment à vous d'être restés. Sachez que donc, tout a été enregistré et filmé, donc sera communiqué sur le site des Pierres de Gué très bientôt. D'ailleurs, je remercie l'équipe technique. Nous avions Franck au son, Samuel qui a fait la captation vidéo, Benoît qui a passé toutes les slides. Donc merci, un grand bravo à vous. Encore un immense merci à Jean-Yves Pinault qui a su nous titiller comme il fallait et a extrêmement bien préparé cette journée. Et depuis longtemps, c'est vrai qu'il y a eu des reports, plusieurs reports pour en arriver là. Donc pour nous, c'est vraiment aujourd'hui une réalisation que l'on attend depuis longtemps. Merci infiniment Jean-Yves, et particulièrement parce que tu as eu aussi
un contexte difficile. Merci infiniment d'avoir été avec nous et si enthousiaste aussi à nos côtés. Merci à Christophe Burdin qui, pour Occitanie en scène, a œuvré aussi à l'organisation de cette journée avec les Pierres de Gué. Merci surtout à l'équipe d'Art Vivant et puis la technique à l'Estive qui a aussi vraiment co-organisé. En fait, les Pierres de Gué, à chaque événement, on est au moins 2 co-organisateurs et puis tous les autres viennent en renfort s'ils peuvent, etc. Et là, aujourd'hui, c'était vraiment Art Vivant qui était organisateur principal et l'Estive co-organisateur avec la participation, bien sûr, de toutes les équipes de MIMA, l'ATP et la Claranda sur la conception de cette journée, la programmation et la communication, évidemment, envers tous celles et ceux avec qui on est en contact. Donc voilà, merci. Enfin, je ne vais pas être dans l'auto non plus, congratulations, mais on le fait rarement, donc je trouve que c'est chouette de le faire. Et puis donc maintenant, l'idée c'est de partager ensemble un spectacle qui est mobile, qui peut s'installer un peu partout, avec la compagnie Tac Tac, qui est donc une compagnie de théâtre d'objets proposée par MIMA, et que nous retrouverons cet automne dans la programmation avec un autre spectacle. Voilà. Donc ce soir, est-ce que tu veux en dire un mot, Caroline, pour présenter le spectacle ? Non, je ne vais pas forcément présenter le spectacle. Enfin, dire effectivement que la compagnie Tac Tac est une compagnie d'Occitanie, donc de théâtre d'objets, qui aime beaucoup travailler à partir de Shakespeare, mais c'est un grand pas de côté. Voilà, qui a été accompagné longtemps par le théâtre de cuisine aussi, donc c'est issu de cette école-là de théâtre d'objets, on va dire, théâtre de cuisine qui a cofondé le théâtre d'objets, la discipline en 1977. Une compagnie de Marseille. Voilà, donc on a Clément et Léo avec nous aujourd'hui pour cette petite forme, effectivement tout terrain, donc qui se prête complètement au format Pierre de Gué pour certaines représentations qu'on peut faire dans les petites communes avec des lieux non dédiés. Donc là, juste 2-3 mots d'explication sur comment ça va se dérouler. Le spectacle va avoir lieu ici sur cette estrade dans 10 minutes, un quart d'heure. Comme c'est du théâtre d'objets, donc ce n'est pas un grand format, il va falloir plutôt être sur les 3 premiers rangs. Au-delà, vous n'allez rien voir. Donc l'idée, ce serait de rempiler les chaises, on va dire, d'enlever tous les derniers rangs de chaises, de garder que les 3 premiers rangs. Il peut y avoir des personnes assises par terre, éventuellement devant, ou debout derrière. Mais comme ça, voilà, il y aura une visibilité voilà, bien meilleur que si vous vous asseyez au dernier rang, ça ne sera juste pas possible. Et après le spectacle, on boit un verre, je crois. Un moment. Voilà, donc merci à vous, et puis à tout à l'heure.